Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet, je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on accompagne les individus en reconversion vers les métiers de la tech grâce à des accompagnements pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis freelance développeur web et aussi professeur en wagon. Et je travaille dans l'informatique depuis 2018. Et avant ça, j'ai travaillé dans l'audiovisuel et le cinéma d'animation. Super. Donc, effectivement, de l'audiovisuel vers le développement web, il y a eu une évolution. Je serais Ouais. curieux d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Alors, du coup, moi, je suis passé donc, à l'audiovisuel directement après le lycée. Dès le lycée, je commençais à faire des vidéos et essayer de trouver des clients pour Heu, faire des vidéos. J'ai commencé avec mon père qui avait besoin de faire des vidéos, pour son entreprise, pour faire des formations. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça. Puis ensuite, avec cette expérience-là, j'ai été recommandé pour travailler au Wagon, pour filmer leurs premières vidéos de cours. Le Wagon, c'est une école de code, qui est internationale maintenant. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec eux, en 2016, si je me trompe pas. C'était vraiment dans leurs premières années et j'ai filmé leurs 1 cours. Donc ça, c'était le début de ma carrière dans l'audiovisuel, où après moi, en même temps, je voulais me concentrer sur des études de cinéma d'animation pour essayer de faire un parcours pour devenir réalisateur, et finalement, ça s'est pas vraiment fait pour différentes raisons, notamment que, les écoles d'art, j'étais pas forcément super satisfait de la qualité de l'éducation dans ce que j'ai pu voir par rapport à, par exemple, au wagon, où je trouvais que les tout était, bien mieux, conçu, tout était logique et ça allait d'une étape à une autre. Et quand on était dans l'art, en fait, on était là, on savait pas vraiment où on allait. Et je trouvais que ça coûtait très cher pour quelque chose qui était, pas vraiment, moi je pense aux standards d'éducation qu'on devrait avoir, en tout cas à l'époque. Bon, ça a probablement changé maintenant. Et du coup, je me suis dit: «Bon, je vais pas me surendetter, pour ça». Et même si j'adorais le métier, je me suis dit: «Bon, je vais faire une reconversion dans le dev». Et du coup, j'ai fait l'école 42 qui, moi, j'ai découvert ça, à travers mon frère qui, lui aussi voulait se faire une reconversion. Lui, il était de la finance et il s'est dit: «Bon, bah», il avait envie de passer à l'entrepreneuriat. En fait, on a tous les 2 ce côté un peu entrepreneur. Et du coup, on s'est dit, en fait, les développeurs dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu les rockstars. Tout le monde a envie d'avoir un entrepreneur, pas un entrepreneur, un développeur dans sa team. Et moi, j'ai surtout vu ça quand j'étais souvent, en fait, à The Family, parce que le wagon, au début, c'était à The Family, dans leurs locaux. Et The Family, c'est une sorte d'incubateur de développement, enfin, un incubateur pour des startups. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme incubateur, mais en tout cas, c'était un peu l'idée. Et du coup, il y avait pas mal de talks sur l'entrepreneuriat et cetera. Et on voyait toujours ce truc-là, des gens qui venaient au talk, ils étaient là en mode: «Ah, je cherche un CTO, quelqu'un pour faire le développement dans ma boîte». Et du coup, on s'est dit: «Bon, là, il y a quelque chose à faire». Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'école 42, qui est, une école de code, donc sans prof. C'est de la pédagogie par projet, donc on est tout seul. Bon, l'école est gratuite. Bon, Ouais. il y a pas de prof, mais c'est gratuit, donc ça permet de ça permet de faire des choses quand même et d'investir, dans sa vie de manière un peu différente. Et à l'époque, 42, c'était pas forcément aussi, heu, sûr que c'était une bonne école. Il y avait un petit peu de doute sur, est-ce que vraiment il y a un avenir après 42? Donc il y avait un petit risque quand même à partir là-dessus par rapport à des études un peu plus traditionnelles. Mais finalement 42, c'était excellent. Mm. C'est une pédagogie par projet où on va vraiment avoir un cahier des charges et tout réaliser, jusqu'à la fin. Du coup, on est très proche du monde réel. Par exemple, un des projets que j'ai fait, c'était, la création d'un site web, un site de rencontre un peu comme Tinder. Et du coup, on est là, on a notre, cahier des charges, on fait tout ce qu'il y a dedans, on met ça en production, on met des vrais utilisateurs dessus.
Puis après, on se fait corriger par d'autres étudiants et ils regardent le cahier des charges et ils se disent, ah oui, ça c'est bon, comme si c'était un client freelance qui regarde si on a bien respecté tout ce qu'il avait demandé. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans donc, à 42. Et après ça, je suis reparti. J'avais assez rapidement le niveau pour bosser dans le monde réel. Et là, je suis parti au wagon. Donc, je suis retourné après plusieurs années et j'ai bossé avec eux sur leur nouveau LMS qui est un Learning Management System. Donc, c'est une plateforme pédagogique Ouais. de leur école. Et puis après, j'ai fait prof au wagon, j'ai aidé à créer du contenu. Et après ça, j'ai un peu commencé à faire vraiment ma carrière de freelance. Parce qu'au début, c'était un peu difficile de faire du freelance. En fait, c'était pas forcément. Il y a deux mondes avec le freelance. C'est facile et en même temps, c'est difficile. Parce que ça dépend pas mal de l'environnement macroéconomique. Et donc, moi, quand j'ai commencé le freelance. Vas-y, je sais pas si c'est une question. Non, je serais super curieux de te poser des questions sur le freelance, Ouais. mais avant, j'aimerais bien comprendre comment tu t'es décidé pour le développement web. Donc ça, c'est quelque chose que tu as découvert Oui. dans l'environnement du wagon, t'as vu qu'il y avait un enseignement de qualité, tu as Hmm. aussi vu que les développeurs, c'était des rockstars dans les startups. Quelles étaient un peu tes préconceptions du métier avant de te lancer et comment tu as validé que c'était quelque chose dans lequel tu souhaitais te reconvertir? Hmm. Ouais. Bon, alors moi, je pense que je suis parti sur le développement web vraiment d'un point de vue stratégique. Je me suis dit, c'est quoi l'endroit où il y a le plus de recherche de développeurs, où il y a le plus de missions possibles, on peut travailler dans le plus de pays différents. Enfin, je cherchais vraiment l'option qui allait quand même donner le plus de liberté plus tard. Et je pense que le dev web, c'est probablement ce qui collait le plus. Et j'ai eu pas mal de réflexions, notamment quand j'étais à 42, parce on est ouvert à beaucoup de sujets différents, que ce soit de l'IA ou faire de l'embarqué pour des systèmes comme des voitures ou des drones, des choses comme ça. Mais moi, je pensais que le web, c'était ce qu'allait me donner l'accès à le plus de choses différentes aussi d'un point de vue métier. Parce qu'en web, tu peux être sur des verticales en fait enfin, des domaines métiers qui sont tous très différents les uns des autres. Et ça, j'aimais bien ce côté. J'ai m'investi là-dedans. Je sais que je vais pas m'ennuyer parce que plus tard, en fait, j'aurai toujours un nouveau sujet à apprendre. Et moi, je suis toujours très curieux. Et Stimulant. comment? Donc un domaine stimulant. Voilà, c'est ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à passer de faire de l'art et du cinéma d'animation à faire du dev en temps plein, en fait. J'ai eu un long moment où je faisais des allers-retours entre les deux et jusqu'à arriver à me séparer. Et là, aujourd'hui, maintenant, je fais quasiment plus de dessin. J'ai décidé allez, c'est bon, on fait que du dev. Parce que je me disais, bon, je fais du dev pour faire de l'argent et je fais après du dessin pour le plaisir. Mais maintenant, c'est vraiment, je fais du dev pour l'argent, pour le plaisir et on y va. Et parce que le dessin, si on le fait pas à 100%, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est c'est trop dur. Du coup, est-ce que tu vois des passerelles entre l'art, l'audiovisuel, le dessin et est-ce que tu fais aussi Ouais, développeur web? ouais. J'ai eu pas mal de ça, de me poser la question de comment je pouvais lier mes compétences d'audiovisuel, de dessin avec le dev. Ce que j'ai fait d'ailleurs l'année dernière et un peu cette année, j'ai sorti un produit qui est du coup une app qui permet d'évaluer son niveau en dessin d'observation. Donc, le dessin d'observation, c'est un des fondamentaux du dessin. Et ça, c'est un des trucs qui est mal expliqué. Et en plus de ça, ce qui est pas très fun, mais en fait, qui va déterminer tout le reste de ce que tu vas faire. Parce que ton niveau en observation, c'est ce qui te permet de mettre la ligne au bon endroit par rapport à une référence, en fait. Si tu redessines un personnage, bah, tu as envie que chacune des proportions de ses yeux, de son visage, de ses cheveux, la taille, etc., tout soit parfait. Si tu es dans n'importe quel contexte de production, il faut que ça soit intégré et que tu sois hyper rapide et hyper précis. Donc ça, il n'y avait pas vraiment déjà de rapport avec à quoi ça sert de faire du dessin d'observation.
Et aussi dans le monde de l'art et dans les écoles d'art, c'est beaucoup, il y a un côté, oui, on fait du dessin d'observation, mais tu peux aussi être artistique, vas-y, fais-le avec des craies, fais-le avec de la pastel, je sais pas quoi. Et en fait, toi, tu l'as, mais tu sais pas vraiment pourquoi tu fais ça. Alors qu'en fait, c'est parce qu'à un moment, on va te passer un modèle et il faut que tu le redessines exactement comme il est. Parce que c'est pour ça qu'on te paye. Et du coup, voilà, j'ai passé plusieurs mois à créer cet outil. Et donc là, qui permet de regarder, vraiment mesurer quel est ton niveau d'observation entre un dessin donné et ta réplique. Et après, ça te donne aussi du coup des graphes pour savoir quelle est ta progression, où est-ce que tu en es. Et j'ai d'autres idées de trucs comme ça, notamment pour la perspective, donc pour apprendre à dessiner des dessins, enfin des choses en volume, et comment intégrer aussi ce process-là, parce qu'il y a des règles comme des logiciels 3D, en fait, tu vas tirer des lignes de perspective et dessiner des cubes, des objets un peu compliqués. Et tout ça, ça peut s'intégrer aussi d'un point de vue inné, comme quand tu marches, tu réfléchis pas, comme quand tu conduis une voiture, bon, t'es pas vraiment en train de penser à comment je mets ma main, je sais pas quoi, tu conduis la voiture. Mm. Et en fait, la perspective, c'est aussi un skill qu'on peut développer comme ça et qui pourrait s'entraîner avec ces outils. Donc j'ai toujours ça un peu quelque part dans ma tête, mais le truc, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir le niveau encore en marketing et trouver une audience et trouver des gens pour faire un produit. Et c'est pour ça que je dis que le dessin, c'est très très dur, parce que pour en vivre en entrepreneur, c'est compliqué. Mais voilà, donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour bosser avec moi et qui écoute ce podcast, je cherche quelqu'un qui fait du marketing, voilà. Je le dis, Voilà, l'annonce est passée. S'il y a j'en quelqu'un parmi profite. vous, qui a l'âme d'entrepreneur et qui se passionne pour le dessin, n'hésitez pas à contacter Gaëtan. Mais je t'ai coupé tout à l'heure sur ta lancée sur le freelance. Ouais. Du coup, comment tu t'es décidé à aller vers cette voie par rapport à une voie peut-être plus classique de rentrer comme développeur dans une startup? Ouais. Bah, moi, j'ai fait du freelance du coup depuis que je suis sorti du lycée en audiovisuel, faire des petites vidéos à droite à gauche, des événements, faire régisseur, faire des montages. J'ai fait plein de trucs différents avec des petits clients. Donc, j'étais habitué en fait à ce mode de fonctionnement-là. Et quand je suis sorti de 42, en fait, il y avait un environnement macroéconomique qui faisait qu'il y avait énormément de place au freelance. Il y avait beaucoup de demandes des startups qui ont levé de l'argent, qui ont beaucoup de liquidités et qui sont dans le besoin de trouver des gens rapidement, en fait, qui vont venir et développer leurs produits. Et le freelance, en fait, c'était excellent. Il n'y avait pas de problème de sécurité de l'emploi. Tu allais sur une plateforme comme Malte et en une semaine, c'est bon, tu étais embauché. 500 € jour, 600 € jour. C'était vraiment la folie. Du coup, je me suis dit, bon, bah, freelance, c'est très bien, vas-y, on va faire ça. Et du coup, je suis parti là-dessus. Et là, l'environnement macroéconomique a complètement changé, donc, avec ce qui s'est passé, le Covid, la guerre en Ukraine, le fait que les États-Unis ont imprimé beaucoup d'argent et qu'après, là, ils ont remonté les taux. Du coup, les taux d'intérêt sont plus élevés. Les investisseurs, ils vont plutôt mettre leur argent dans les bons du trésor américain. Du coup, il n'y a plus autant d'investissements. Moi, je suis là, je regarde ça de loin, je dis oui, mais mon métier de freelance, moi. Bon, j'ai aucun impact là-dessus. Et ce que je dois faire, moi, mes challenges maintenant, c'est de devenir meilleur pour trouver des clients, faire des offres plus larges aussi, trouver d'autres niches que juste être développeur pour des startups. Je vais aller faire d'autres choses, développer en fait mon activité en dehors de juste être un bon développeur. Parce que quand on a commencé, c'était ça, t'es freelance, t'es bon développeur, hop, c'est bon. Là, maintenant, il faut commencer à prendre un petit peu de la bouteille, mais c'est bien, moi, ça me plaît aussi. Mais maintenant, si je refais les calculs que je n'avais pas fait avant et je me dis, en fait, le CDI aussi, dans des périodes comme ça peut être intéressant. Euh, Notamment, moi, je dépense pas beaucoup d'argent, mais je sais que si j'avais un CDI, je serais un peu moins payé qu'en freelance, mais j'aurais quand même suffisamment d'argent et de fonds de roulement pour continuer de bosser sur mes projets perso et entrepreneuriaux. Parce que Mm. là, la période est tellement difficile que je vais passer allez, quasiment 30% de mon temps à essayer de trouver des nouveaux clients, trouver
des nouvelles offres que je peux faire, des formules, je sais pas. Enfin, c'est très challenging. Et bon, je pense que derrière, ça sera une éducation qui payera, mais c'est un autre game. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, si je comprends bien, ce qui est le plus dur en ce moment, c'est de trouver de nouveaux clients, de développer cette compétence peut-être un peu plus commerciale pour se vendre comme freelance. Ouais, c'est Et ça. ça, comment tu fais pour le surmonter? Hum, euh, bonne question. C'est un peu la question de tous les jours, comment on fait pour surmonter un peu la situation. Moi, déjà, je reviens d'assez loin parce que j'ai l'impression que j'étais pas du tout à l'aise sur les questions de un peu sociales, de développer son réseau, être aller vers les gens. Quand t'es dev et que tu sors d'une école d'ingé comme 42, en fait, t'es là, t'es derrière ton PC toute la journée. Et tu penses pas vraiment à ces aspects-là. Moi, j'avais des amis à 42 qui avaient fait des écoles comme HEC et je les voyais, ils étaient toujours en train d'aller voir les gens, parler avec eux de leurs projets, faire du networking et tout. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Faites juste du dev, vous perdez votre temps. Hmm. Dans le contexte d'avant, peut-être que j'avais raison, mais en fait, dans le contexte qui est peut-être plus général comme maintenant, où il n'y a pas une abondance de boulot, en fait, avoir un réseau, c'est là où vraiment on peut commencer à faire du freelance et à avoir un peu de runway, voir ce qui va pouvoir se passer, parce que tu as plusieurs options en fait. Et donc moi j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce que je peux lire comme livre pour comprendre un peu ce phénomène-là, comment on fait pour faire du réseau, comment on fait pour euh, proposer de la valeur aux gens, comment on fait euh, tout ce côté un peu plus social. Mais là, c'est mon grand défi de cette année, c'est de comprendre ça. Pour l'instant, j'ai pas toutes les solutions. Ouais, Mais je suis sûr qu'en tout cas, c'est ça qui est l'aspect qu'il faut développer euh, quand on passe de soit juste technique à technique, mais en même temps faire freelance. ouais, Il y a ce côté humain qui est extrêmement important et sans lequel, en fait, on peut pas vraiment fonctionner. Moi, si je réfléchis à toutes les missions que j'ai faites en freelance, je me rends compte qu'à chaque fois, c'est par le réseau et il y a pas un job board où tu cliques et il y a quelqu'un qui vient de parler et c'est bon, ça fonctionne. Mhm. Ça, c'est étonnamment, il y a toujours des recruteurs qui viennent te parler, je sais pas quoi, mais ça marche jamais. En fait, c'est toujours et j'ai une bonne relation avec quelqu'un, j'ai un ami qui me propose quelque chose et Ouais, là, en général, ça se passe beaucoup mieux, ça va plus vite aussi que faire les entretiens de recrutement, par exemple, des boîtes en CDI. Donc là, tu commences vraiment au niveau zéro de la confiance avec l'employeur potentiel ou le client potentiel. Bah là, tout de suite, il faut faire plein d'efforts, il faut faire des tests techniques, il faut parler à 5 6 personnes de la boîte, ça prend 3 semaines. À la fin, en fait, il y avait 50 personnes qui étaient aussi sur le truc avec toi et t'es pas pris. ouais. Donc, très challenging aussi, hein, quand même. Je respecte complètement le process aussi de se rentrer dans une grosse boîte en CDI, etc. C'est aussi difficile, hein. Je pense pas que le freelance soit plus facile que le CDI. Chacun a ses points positifs, ses points négatifs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Moi, j'aime beaucoup la liberté, en fait, que ça donne de faire du dev. La liberté notamment géographique. Euh, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où tu peux bosser complètement en full remote comme ça et t'as pas personne qui va te demander de venir faire un truc ici. Quand je faisais par exemple de l'audiovisuel, bah, il fallait que j'aille à 6 heures le matin à Paris pour mettre les caméras en place, pour filmer les cours le matin. Bon. Ouais, je suis content de pas faire ça toute ma vie. Mais c'était bien, j'étais content, mais c'est des contraintes qui sont difficiles, notamment pour acheter de l'immobilier. Si tu veux te loger à Paris, si je voulais continuer mon activité comme ça en audiovisuel, ça veut dire qu'il aurait fallu que j'achète à Paris. Paris, c'est extrêmement cher. Et moi, j'aurais pas pu faire ça. Et en plus, moi, à Paris, franchement, c'est pas mon kiff absolu comme ville. Donc, Et moi, ce que j'ai fait, maintenant que je suis dev, bah, j'ai acheté une maison en Suède, à la campagne.
et c'est très peu cher, parce que bah, personne n'a envie d'habiter en Suède à la campagne, parce qu'il fait -15 l'hiver et il fait nuit euh, quasiment 20 heures par jour entre novembre et février. Et du coup, voilà, l'immobilier là-bas est très peu cher. Et moi, j'ai décidé d'aller investir là-bas. Et après, l'hiver, je reviens en France chez des amis ou chez de la famille pour passer l'hiver, ou sinon je vais en vacances, je sais pas. Et ça, par contre, ça peut me donner accès à acheter de l'immobilier, ce qui n'aurait pas été possible si j'étais avec un métier où il faut que j'aille en présentiel. Et pour moi, ça c'est super important parce que ça donne des options en fait qu'on n'aurait pas du tout eu et auxquelles on n'aurait pas pensé. Et moi, juste le fait d'avoir des options, ça me plaît pas mal. Ensuite, il y a d'autres libertés avec le dev que j'aime beaucoup. C'est qu'aussi tu organises ton temps comme tu veux. Là, moi, j'ai plusieurs missions qui sont pas forcément liées au dev d'ailleurs. Je fais du recrutement aussi. J'écris des cours, enfin, je fais du développement web et je peux faire plusieurs missions en même temps. Des trucs à 2 jours par semaine, des trucs qui sont un peu sur le long terme, à 1 jour par-ci par-là, des trucs où je fais des blocs, où j'enchaîne d'un coup. Et j'ai cette liberté aussi de prendre différentes missions et d'avoir aussi ce côté un peu d'enrichir ce que je fais parce que j'ai le temps, j'ai le choix et je peux faire ça. Et ça c'est très cool. Et ouais. Donc, Après, liberté. il y a d'autres trucs que j'aime bien, c'est juste que c'est un métier qui soit très profond dans la connaissance, quoi. On s'ennuie pas en dev. Il y a toujours un, un truc profond et fondamental qu'on va apprendre qui après s'applique sur d'autres choses de la vie. Quand tu apprends des théories, des graphes, après en fait tu vois qu'il y a plein d'autres problèmes qui peuvent être résolus en appliquant des graphes par-dessus. Et il y a toujours en fait ces points théoriques qui peuvent revenir et je trouve que c'est enrichissant au-delà du dev en lui-même. C'est que tu peux faire des parallèles avec pas mal de choses aussi et ça c'était un des trucs qui m'a beaucoup plu dans le dev. Génial. Une dernière question, celle que je pose à tous mes invités. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le dev en freelance? Yes. Alors, plusieurs points. J'ai un des points qui est très important, c'est que le meilleur langage, ça c'est un peu la question qu'on se pose tout le temps quand on apprend le dev, c'est ah, c'est quoi le meilleur langage? Le meilleur langage, c'est celui que quand on marque sur Google Trend tous les langages, on regarde c'est celui qui est le plus haut et c'est celui qui monte. Pas celui qui est en train de disparaître. Là, vous allez perdre votre temps, vous allez apprendre un truc qui, en fait, bon, vous allez dégoûter parce que souvent le marché, dans les langages qui perdent comme ça en vitesse, bah, souvent c'est que des devs seniors, donc vous êtes contre des gens qui sont super forts. Et après, il n'y a pas beaucoup d'entrées, il n'y a pas beaucoup d'argent qui arrive sur le marché. Du coup, c'est bon, difficile. Donc, faites bien attention à votre langage. Langage Euh, JavaScript aujourd'hui. alors, aujourd'hui, moi, je dirais que c'est TypeScript, le langage qui est vraiment. Enfin, donc JavaScript, TypeScript, c'est un set par-dessus JavaScript. Mais JavaScript, c'est voilà, tous les CTO qui ont envie de faire une boîte, ils vont prendre TypeScript parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de devs. Les gens savent faire. Le langage, il est bien. Voilà. TypeScript, c'est bien. Après, si on est dans un contexte de grande entreprise, que moi, je connais un peu moins, peut-être que Java, c'est ça qui est toujours le langage le plus utilisé. Après, il faut voir aussi avec qui on a envie de bosser. Si on a envie de bosser avec des grosses boîtes, il faut voir quel est le profil des gens. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec des startups et dans les startups, ça va être TypeScript. Donc, ça, c'est un des conseils que je donnerais. Et j'en avais noté un autre parce que je savais que cette question, elle est importante. J'aime beaucoup cette question. Ta, 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 ta. Ah ben non, ouais, c'est bon, c'est les trucs que j'avais dit avant. Donc le contexte macroéconomique en freelance, il faut faire très attention parce que ça joue énormément sur vous, ce qui va se passer. Il ne faut pas croire que l'environnement à un instant T, c'est ça le freelance de manière générale. S'il y a une situation favorable actuellement, ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours une situation favorable en freelance. Et que si vous commencez le freelance dans une situation défavorable, bah, peut-être que ce sera plus dur maintenant, mais après, plus tard, vous allez avoir une situation qui est favorable. Et là, ça va d'un coup, vous allez exploser. Et voilà, il faut avoir cet aspect-là qui n'est pas forcément évident si on vient du monde des grandes boîtes et du CDI, où en fait, bon, toutes ces influences extérieures, on ne va pas trop les sentir, mais quand on est en freelance,
vraiment la macroéconomie et l'économie, c'est intéressant de s'y pencher parce que ça a vraiment une influence sur votre vie un peu de tous les jours, quoi. Voilà. Et le réseau, n'oubliez pas le réseau. Voilà. C'est les 3 points qui me semblent très importants. Super. Un grand merci à toi, Gaëtan.